Au cœur de la nuit, dans le détroit d'Ormuz, l'eau est noire et parfaitement immobile. Aucun reflet de lune, aucune lueur provenant des côtes de l'un ou l'autre rivage. Au nord, le littoral iranien se dissout dans une muraille d'obscurité. Au sud, les crêtes montagneuses d'Oman s'appuient contre un ciel à peine moins sombre que la mer qui s'étend en dessous. 3 destroyers américains fendent le chenal navigable du détroit selon une formation si rigoureuse qu'elle pourrait avoir été imprimée dans un manuel d'instruction. L'USS Truxtun ouvre la marche. L'USS Rafael Peralta tient le flanc tribord. L'USS Mason suit légèrement en retrait, couvrant le cadran arrière. Leur sillage trace de pâles lignes à la surface de l'eau qui se rejoignent puis s'effacent dans leur passage. C'est l'opération Project Freedom, la réponse de la marine américaine à une campagne iranienne menée depuis près d'un mois dans le but de fermer l'une des voies d'eau les plus stratégiquement cruciales de la planète. Près de 1500 navires commerciaux sont immobilisés aux 2 extrémités du détroit, incapables de transiter dans quelque direction que ce soit. Un cessez-le-feu a été signé. Techniquement, il tient toujours. Mais le détroit lui-même raconte une toute autre histoire. À bord de l'USS Truxtun, dans le centre d'information tactique, le quart de nuit est éveillé et silencieux. Le sonar passif écoute la colonne d'eau. Les systèmes de mesure de support électronique balayent le spectre électromagnétique, consignant chaque impulsion radar, chaque transmission radio, chaque émetteur apporté. L'officier d'action tactique fixe l'écran sans bouger. L'image est chargée, mais c'est normal ici. Elle n'a pas été claire depuis des semaines. Peu après 3 heures du matin, un opérateur du système de mesure électronique rompt le silence. La console se met à jour. Une deuxième émission apparaît au relèvement 019. Fréquences différentes, cadences d'impulsion différentes. 2 émetteurs distincts, tous 2 iraniens, tous 2 actifs. L'officier d'action tactique marque les 2 contacts et ne dit rien encore. 2 émetteurs ne signifient pas nécessairement une menace, ils signifient de l'attention. Quelques minutes plus tard, l'image tactique se transforme. De petits contacts de surface clignotent sur l'écran, simultanément sur plusieurs relèvements à la fois. Ils ne dérivent pas progressivement dans la portée radar. Ils apparaissent déjà en mouvement et rapides. L'opérateur radar commence à les compter. 1, 2, 4, 6, il continue. 8 contacts se déplaçant à vive allure, répartis sur un arc allant du nord-ouest au nord-nord-est. Leur vitesse dépasse déjà 30 nœuds. Aucun signal de système d'identification automatique. Aucun feu de navigation, aucune réponse aux appels radio. La géométrie de leur formation n'a rien d'aléatoire. Ces embarcations sont coordonnées. L'USS Rafael Peralta transmet sur le réseau tactique. Rapport de contact confirmé. 8 contacts de surface ou plus convergents depuis plusieurs relèvements. L'image partagée se met à jour instantanément sur les 3 destroyers. Chaque équipage voit le même écran. Chaque système d'armes est déjà actif. Sur la passerelle de l'USS Truxtun, le commandant examine le tracé de surface sans expression. Quote 2, dit-il calmement. Quote 3. Le premier appel radio part quelques instants plus tard sur la fréquence de passerelle à passerelle. Quote 4. Silence. Ce silence est consigné. Peu de temps après, l'optique longue portée résout les vedettes rapides en images nettes. Coque basse, superstructures angulaires, aucun marquage visible à cette distance, mais la silhouette est sans équivoque. Vedette rapide d'attaque de la marine des gardiens de la révolution islamique. Chacune est équipée de systèmes d'armes capables de tirer des missiles anti-navires. Leur espacement est rodé, leur approche coordonnée. Ces embarcations ne se sont pas rassemblées par hasard. Elles ont décollé d'un point de regroupement planifié à l'avance, calculé pour intercepter à un endroit précis. Quelqu'un a orchestré tout cela. Le deuxième appel radio est diffusé, ferme, posé, précis. Code 5. Aucune réponse. Ce qui change, c'est leur vitesse. Les vedettes de tête accélèrent encore. Les étraves des vagues s'élèvent tandis que les moteurs poussent plus fort. La distance n'est plus que de 6000 nautiques et se referme rapidement. Quelques minutes s'écoulent à peine, puis la console de mesure électronique change de tonalité. L'opérateur se penche en avant. Radar de conduite de tir, plus un radar de recherche de surface, de la conduite de tir.
Le modèle d'émission est étroit, focalisé, verrouillé sur le relèvement de l'USS Truxtun. Voilà la différence entre observer et viser. Le navire sait qu'il est dans le collimateur. Dans le centre d'information tactique, aucune alarme ne retentit. Personne ne crie. L'officier d'action tactique énonce une seule chose, calmement. Posture arme libre. En attente. Sous le pont, les systèmes d'armes de défense rapprochés se mettent en route. Les pistes de conduite de tir sont initialisées. Les cellules du système de lancement vertical sont déjà en température. L'équipage a répété cette séquence exacte des dizaines de fois. La veille, la semaine d'avant, celle d'avant encore. À présent, la séquence est réelle. La première signature de lancement apparaît alors. Une bouffée thermique jaillit de l'une des vedettes rapides. Ce n'est pas une fusée éclairante, c'est une ignition propulsive complète. Missile anti-navire en approche. La trajectoire se forme instantanément sur l'écran du centre tactique. Vitesse 280 nœuds. Relèvement directement sur l'USS Truxtun. Temps d'impact, moins de 60 secondes. Puis une deuxième. Signal de lancement de drone depuis un autre relèvement. Altitude plus basse, vitesse plus faible, mais régulière et délibérée. Puis une troisième signature de lancement depuis plus loin. Classe d'armes différentes. En l'espace de 11 secondes, 3 vecteurs d'attaque distincts convergent sur le même navire. Ce n'est pas une sonde, c'est un salvo coordonné contre l'USS Truxtun. Le système d'armes de défense rapproché engage la menace entrante la plus rapide en premier. Le système opère de façon autonome en phase terminale. Son radar se verrouille, suit et tire en une séquence mécanique continue. Le son est un rugissement maîtrisé, soutenu pendant moins de 2 secondes, dirigé vers un point précis dans l'espace. Le premier missile disparaît de l'écran de suivi, détruit à moins de 800 mètres. L'USS Mason, tenant la position arrière, commence à engager le drone. La suite de guerre électronique transmet d'abord, inondant la fréquence de guidage du drone de signaux de brouillage. Le contact vacille sur l'écran, sa trajectoire momentanément incertaine. Puis un missile surfaçaire est lancé depuis le système de lancement vertical de l'USS Mason. Trajectoire propre. Le drone disparaît du radar 12 secondes plus tard. Splash confirmé sur l'écran acoustique. La troisième trajectoire entrante est la plus dangereuse. Elle a été lancée depuis plus loin, ce qui signifie qu'elle a eu davantage de temps pour acquérir sa cible et se verrouiller. Son système de guidage travaille à travers l'environnement de brouillage depuis l'allumage. Elle ne vacille pas. Elle ne dérive pas. Elle se referme sur la trajectoire prévue de l'USS Rafael Peralta à vitesse soutenue. L'équipe de conduite de tir de l'USS Rafael Peralta suit la piste depuis 40 secondes. La solution est déjà complète. Un missile standard est lancé depuis le FLS avant. L'arme décrit un arc vers le haut dans l'obscurité avant de s'incurver brusquement vers le bas sur un vecteur d'interception terminale. L'engagement se produit à environ 2000 nautiques de la coque du navire. Un bref éclair est enregistré par les capteurs optiques. La trajectoire entrante disparaît. Pas d'onde de choc, pas d'impact sur la coque. Instant plus tard, la mise à jour de statut circule sur le réseau tactique. 3 menaces entrantes engagées. 3 détruites confirmées, aucun actif américain touché. Les 3 navires poursuivent leur transit en formation. Vitesse et cap inchangés. Les vedettes rapides se trouvent maintenant à moins de 2000 nautiques. Plusieurs ont lancé leurs armes et s'attardent désormais, moteur ralenti. Mais 4 des 8 continuent de converger, toujours en accélération. Leurs racks de missiles sont vides, mais leurs coques ne le sont pas. Et à cette distance, une embarcation lancée à grande vitesse est elle-même une arme. L'officier d'action tactique donne l'ordre suivant, calmement. La tourelle du canon de 5 pouces du destroyer pivote. Son radar de conduite de tir suit la vedette de tête depuis 6 minutes. Le premier obus part. L'impact est visible sur la caméra thermique. Touché direct sur la section avant de la vedette rapide la plus proche. Le contact ralentit immédiatement, puis s'arrête. Un deuxième obus trouve la deuxième embarcation 30 secondes plus tard. La bouffée thermique s'élargit et se maintient. L'USS Mason engage simultanément une troisième vedette avec son propre système de canon. Le contact vire brutalement sur bâbord après le premier impact, son sillage devenant erratique. Un deuxième obus met fin à la manœuvre.
Le retour radar de l'embarcation s'aplatit et s'efface. En l'espace de quelques minutes, 4 des 8 contacts ont disparu de l'écran tactique. Les 4 restants inversent leur cap simultanément. Virage serré, plein régime, distance croissante. Ils ne poussent plus, ils fuient. La formation ne les poursuit pas. Le commandant de l'USS Truxtun observe les contacts qui battent en retraite pendant 5 secondes, puis active le réseau tactique. Les 3 destroyers maintiennent leur cap, progressant plus profondément dans le détroit en direction du golfe d'Oman. L'eau devant eux est vide. L'eau derrière eux recèle 4 coques en feu et une signature thermique qui s'étend. Quelques minutes après la fin de l'engagement, le commandement central reçoit le rapport préliminaire. Les forces iraniennes ont lancé plusieurs missiles, drones et petites embarcations contre 3 destroyers américains en transit dans le détroit d'Ormuz. Toutes les menaces entrantes interceptées, aucun actif américain touché. Frappe en légitime défense autorisée. En altitude, 2 F-A-18, déjà en patrouille aérienne de combat pour le transit, reçoivent des packages de ciblage mis à jour. Les coordonnées appartiennent au site de lancement de missiles et de drones sur l'île de Keshm et sur la côte près de Bandar Abbas. Les mêmes installations qui ont fourni les armes tirées une vingtaine de minutes plus tôt. Les aéronefs accusent de réception et ajustent leur cap. La première frappe atteint l'île de Keshm, puis Bandar Abbas, puis un nœud de commandement et de contrôle identifié lors de la phase de guerre électronique de l'engagement, quand chaque émission iranienne avait été consignée avec sa fréquence, son niveau de puissance et son relèvement. Ces données de journal étaient devenues des données de ciblage. Chaque signal que les gardiens de la Révolution avaient transmis pendant l'attaque avait aussi été un signal indiquant aux systèmes américains exactement où ils se trouvaient. Les 3 navires poursuivent leur sortie du détroit. Les tourelles de canon sont sécurisées. Les cellules du VLS ont été inventoriées. L'équipage effectue les vérifications de contrôle des dommages, même si aucun dommage n'existe à contrôler. La procédure n'attend pas la confirmation. Sur la passerelle de l'USS Truxtun, le commandant passe en revue le journal d'engagement sans commentaire. La rencontre avait commencé avec le premier pic de mesure électronique. Elle s'était conclue avec le dernier contact en retraite sortant de la portée radar. 21 minutes, 3 destroyers, 8 vedettes rapides, 3 armes anti-navires tirées, 3 drones lancés, toutes les menaces repoussées, 4 embarcations iraniennes détruites, frappes aériennes de représailles autorisées et exécutées. Et la formation n'avait jamais dévié de son cap planifié, vitesse inchangée, cap inchangé, mission ininterrompue. Dehors, le détroit d'Ormuz retrouve son apparence habituelle à cette heure de la nuit. Eau noire, lumière lointaine, légère odeur de carburant mêlée à l'air salin. Depuis une vue satellitaire, 3 navires de guerre apparaîtraient comme de lents points blancs traversant une bande étroite de bleu. Rien dans cette image ne suggérerait ce qui s'est produit en dessous il y a 20 minutes à peine. Rien ne révélerait que des missiles ont été tirés et interceptés, que des embarcations ont été coulées, que des frappes aériennes ont illuminé la côte iranienne dans la même heure. Cette invisibilité n'est pas un échec. C'en est le but. La marine américaine n'avait pas besoin que le monde regarde. Elle avait besoin que la formation passe. Et la formation est passée. C'est à cela que ressemble réellement l'opération Project Freedom lorsqu'elle est contestée. Non pas un communiqué de presse, non pas une déclaration. 3 navires avançant dans une voie d'eau que quelqu'un avait tenté de fermer, absorbant le poids total de cette opposition et continuant de l'avant sans ralentir. Quelque part sur la côte iranienne, les sites qui ont tiré cette nuit ont disparu. Les nœuds de commandement qui ont coordonné l'attaque ont disparu. Les vedettes rapides qui avaient approché à portée visuelle des navires de guerre américains ont disparu. Les médias d'État iraniens qualifieront cela de réponse défensive à une provocation américaine. Le commandement central parlera de légitime défense face à une attaque non provoquée. Le cessez-le-feu sera décrit des 2 côtés comme étant encore techniquement en vigueur. Rien de tout cela ne change ce que le détroit d'Ormuz a enregistré cette nuit. Une attaque multivecteur coordonnée contre 3 navires de guerre américains, exécutée avec des missiles, des drones et un essaim de vedettes rapides, repoussés entièrement. Chaque menace neutralisée avant d'atteindre sa cible. Et les navires qu'elle était conçue pour arrêter se trouvent déjà dans le golfe d'Oman, en route, dans les délais,
et signalant nominal. Dans la guerre navale moderne, le passage contesté ne ressemble pas toujours à une bataille. Parfois, il ressemble à un transit de routine brièvement interrompu par le feu, puis repris. Celui qui tire le premier ne décide pas toujours de l'issue. C'est celui qui continue d'avancer qui le fait.